Alors, dans Photoshop, on va ouvrir une des images qu'on a travaillées tout à l'heure, notamment voilà celle qu'on a fait mise en PSD. Voilà. Alors, c'est une image qui vient du web, et quand un webmaster met une image sur le web, il l'adapte pour qu'elle fonctionne bien sur les écrans des internautes. Donc au niveau des couleurs, pour que les couleurs soient bonnes, l'image a été adaptée. Ici, je ne parle plus de résolution, je ne parle plus de définition de l'image, je parle vraiment de la couleur. Donc peu importe le nombre de pixels qui composent l'image, dans ce cas-ci, ça pourrait être 200 sur 300, 3000 sur 4000, peu importe, la couleur, c'est une dimension différente. Hein. Et pour quel matériel est-ce que l'image est prévue? Donc le webmaster, il a modifié l'image avant de la mettre sur Internet pour qu'elle fonctionne bien sur un certain type de matériel, mais pour qu'elle fonctionne bien sur les écrans des personnes qui vont regarder ça. Et c'est quoi les écrans des internautes? Les écrans des internautes, ils sont fabriqués, c'est quoi comme type de matériel? En fait, c'est du matériel bas de gamme. On va considérer que les internautes, ils ont des écrans bas de gamme, la plupart des internautes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui ont des écrans haut de gamme qu'ils ont payé bien cher chez eux et ils s'en servent pour regarder Internet, mais la moyenne des internautes, la plupart des internautes, ils utilisent du matériel bas de gamme. Et le matériel bas de gamme est construit selon une norme qui s'appelle le sRGB, le standard RVB. Le sRVB, le sRGB, suivant qu'on le dit en français ou en anglais, c'est la norme de fabrication des appareils bas de gamme, donc des appareils pour faire de la bureautique, pour faire de l'Excel, pour faire du Word, pas des appareils, pas des moniteurs pour faire de la retouche d'image. Donc c'est vers cette norme-là que le webmaster a adapté l'image. Et si je veux que l'image ici soit bien visualisée dans Photoshop, il faut qu'elle soit visualisée comme une image sRVB. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez faire Édition, attribuer un profil pour indiquer que l'image est sRGB. Donc au cas où Photoshop ne saurait pas encore que cette image est sRGB, on va lui préciser. Menu Édition, attribuer un profil. Donc ce n'est pas convertir en profil, c'est attribuer un profil. Donc ça, c'est ce que vous devrez faire quand vous allez chercher une image sur le web et quand vous la mettez dans Photoshop, elle est complètement différente, les couleurs changent, c'est parce que Photoshop ne s'est pas rendu compte, entre guillemets, que c'est une image sRVB. Il va falloir lui préciser en faisant Édition, attribuer un profil. Et donc ici, vous allez attribuer le profil. Vous allez ici dans la liste jusque sRGB. C'est dans le dessus de la liste parce que ça fait partie des profils les plus connus, les plus utilisés en fait. Voilà. Vous avez une case aperçue, vous voyez ça? Et vous allez pouvoir faire avant-après et vous devriez voir que les couleurs changent un peu. Parfois, ça peut changer beaucoup. Donc dans la liste ici, c'est dans le dessus de la liste, c'est sRGB. Si ça ne change rien, c'est pas un problème, ça veut dire que votre... sRGB, non? Bon, si ça ne change rien, c'est parfait, ça veut dire qu'elle s'affichait déjà correctement. Mais ceci dit, il faut quand même le faire pour la suite. Donc maintenant, on est certain que Photoshop sait, entre guillemets, que c'est une image sRGB. Alors le sRGB, c'est une norme de fabrication d'appareils d'appareils de moniteurs, mais aussi de scanners. Vous avez aussi des scanners sRGB, des imprimantes sRGB. En fait, il faut savoir qu'à un certain moment, chaque fabricant fabriquait son matériel sans vraiment se conformer à des normes de fabrication. Et quand vous aviez un écran d'une certaine marque, un scanner d'une autre marque, une imprimante d'une autre marque, c'était à la foire intégrale. Vous aviez une photo que vous scanniez, elle apparaissait avec les couleurs changées sur l'écran. Quand vous l'imprimez,
elle avait des couleurs différentes et c'était la foire. Et donc à un certain moment, deux marques se sont mises ensemble, HP et Microsoft, pour créer la norme de fabrication SRVB qui règle donc le problème. Et donc quelle que soit la marque de scanner, de moniteur ou d'imprimante qu'on achète maintenant, ces appareils devraient fonctionner assez bien ensemble et on ne devrait pas avoir autant de décalage couleur qu'avant. Il y a juste un problème, ben oui, ça règle le problème des couleurs, mais le nombre de couleurs que ces appareils peuvent afficher, scanner ou imprimer est relativement réduit. Ça ne convient pas pour un artiste, pour un photographe, il n'y a pas assez de couleurs saturées. Donc il y a dû y avoir un compromis. C'est-à-dire qu'en instaurant cette norme sur du matériel pas cher, ben, le résultat c'est que le nombre de couleurs qui peuvent être affichées par les moniteurs, c'est pas génial quand on veut faire de la retouche photo. Donc ne faites pas de la retouche photo sur du matériel SRVB, sur du matériel prévu pour faire de la bureautique, pour le matériel de monsieur tout le monde. Et vous, il vous faudra un bon écran. Ben, pour répondre à ta question, vous devriez travailler dans l'espace Adobe RVB qui est une autre norme de fabrication. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que Adobe RGB, c'est ça, voilà. On en parle tout de suite parce que justement, qu'est-ce qu'il faut choisir comme quand vous choisissez un portable PC. Bon, parce que les Mac c'est à part, l'affichage des couleurs est pas mauvais sur les Mac Pro portables. Et c'est des normes Apple, c'est des espaces couleurs Apple, c'est bon. Mais quand il s'agit de PC, il faut faire attention à l'écran. Il faut ce soit un écran qui affiche beaucoup de couleurs, un écran pour graphiste. Et là, je vais taper dans Google, portable, computer, Adobe RGB. Voilà. Et alors, je tombe, donc après avoir tapé ça, je tombe notamment ici sur la marque qui, actuellement, en 2015, est la référence quand on veut un bon moniteur, c'est Eizo. Voilà, ça c'est les écrans que les graphistes utilisent, les photographes utilisent actuellement. Mais ça, c'est un écran à connecter à une tour. On ne parle pas d'un moniteur intégré à un ordinateur portable. On ne parle pas de l'écran d'un ordinateur portable. Et alors ici, vous avez la liste des 10 meilleurs portables pour ceux qui font l'édition photo. Bon, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller jeter un coup d'œil. Et je sais de toute façon ce qu'ils vont raconter. Ils vont dire qu'il faut que la dalle soit aux normes Adobe RGB, qui est une autre norme, pas pour faire de la bureautique, mais pour faire de la retouche photo, la retouche de vidéo. Voilà. Et ils vous listent ça, mais évidemment, c'est du costaud, en fait. Voilà, alors je viens juste de faire une recherche sur la page et je tombe sur le mot Adobe RGB, c'est donc la norme. C'est à ça qu'il faut faire attention. Il faut, quand vous achetez un portable et que vous allez vous en servir pour faire de la retouche photo, il faut qu'il réponde à la norme Adobe RGB. Où est-ce que ça se voit? Eh bien, en fait, il faut savoir si le portable n'est pas bon pour faire de la retouche photo, ce ne sera pas indiqué. S'il est bon, ce sera indiqué clairement sur la pub du portable qu'il répond aux normes Adobe RGB. Ok? Alors, c'est quoi la norme Adobe RGB? Ben, je vais vous montrer ici un diagramme, un schéma. Dans Google, je vais taper Chromaticity diagramme. C'est le diagramme de chromaticité. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette espèce de fer à cheval coloré? Assez immonde. Ça vous dit rien? Vous n'avez jamais vu ça? Non? Oui, ce matin. Ah, ouais. Ça compte pas si c'est le prof qui l'a montré le matin. Non, ici, vous pourriez voir ça, en fait, dans des magazines qui traitent du matériel photo. Quand on veut comparer des performances d'appareils, on se sert de ça. C'est ce qu'on appelle le diagramme de chromaticité. Et en fait, c'est une représentation schématique de toutes les couleurs vues par l'œil humain.
Alors ici, il faut savoir qu'ils ont mis des couleurs juste comme référence, mais ça ne montre pas toutes les couleurs vues par l'œil humain. Je veux dire, ne pensez pas que les bleus, verts et rouges qu'on voit là, c'est les couleurs que l'œil humain voit. C'est juste pour colorer le schéma qu'ils ont mis ça, hein. On est bien d'accord. Parce qu'en fait, le schéma, s'il était en noir et blanc, et je vais en trouver en noir et blanc ici, voilà, il y en a en noir et blanc, il est tout aussi bon, en fait, je veux dire, au niveau de sa compréhension et de son utilisation, il est tout aussi bon. Mais il se trouve que pour qu'il soit plus agréable à regarder, on met des couleurs dessus. Et pourquoi du vert au-dessus? Parce que le vert est la sensation que l'œil a quand il reçoit des ondes dont la longueur d'onde est de 500 nanomètres à peu près. Le rouge est la sensation que l'œil donne au cerveau quand... tout ça est un peu complexe en réalité, quand la longueur d'onde est de 620 nanomètres. Et le bleu, c'est ce qu'on voit quand la longueur d'onde est à peu près de 450 nanomètres. C'est quoi le nanomètre? C'est le millionième de millimètre. D'abord, un petit rappel sur les ondes. Une onde, la lumière est une onde. En fait, des ondes électromagnétiques, il en existe plein. Vous avez les rayons X, les rayons gamma, les micro-ondes que vous utilisez pour cuire vos crasses, ou chose de meilleure qualité si vous faites attention à ce que vous bouffez. Les ondes radio. Et parmi toutes ces ondes électromagnétiques, il y en a une partie infime que l'œil est capable de voir. C'est ce qu'on appelle la lumière. Bon. Et alors, une onde, c'est caractérisé par c'est caractérisé par la longueur d'onde. Misère. Pourquoi il ne veut pas? Ok, il ne veut pas celui-là. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets de l'onde, on va dire. Donc l'onde, elle pulse, et vous avez des sommets, et la distance entre deux sommets, c'est la longueur d'onde. Ce qu'ils appellent ici wavelength, c'est donc la longueur d'onde. Et donc, dans le cas de la lumière, entre deux sommets d'onde qui est perçu comme étant du vert, on a 520 millionièmes de millimètre, donc ce qu'on appelle des nanomètres. Ici, pour ce qui est perçu comme étant du rouge, c'est 620 millionièmes de millimètre entre deux sommets d'onde. Okay, et 450 à peu près pour ce qui est perçu comme étant du bleu. Et donc voilà pourquoi ils ont mis du bleu, du rouge et du vert à cet endroit-là. C'est parce que l'œil perçoit ces couleurs-là quand il reçoit des ondes de cette longueur-là. Et donc, tout le long ici, vous avez les différentes longueurs d'onde visibles par l'œil humain. De la plus courte, 380, jusqu'à la plus longue, 700. Au-delà du rouge ici, quand la longueur d'onde est plus grande, ça devient quoi? Les UV à gauche et les... Non, pas les rayons X, mais tu es tout proche, c'est autre chose. Ultraviolet? Ah non. Non, ultraviolet, c'est de l'autre côté. Ah bien, c'est de l'autre côté, en effet, quand les ondes deviennent plus courtes, voilà. Quand ça devient plus long, c'est les ondes infrarouges qui sont invisibles par l'œil humain, sauf qu'il paraît qu'il y a certaines personnes qui le voient. Mais... Ben oui, il paraît qu'il y a certaines personnes qui, au fond de la rétine, ont d'ailleurs 4 types de cônes au lieu de 3. Bon, la plupart des gens ne voient pas les infrarouges. Alors ça, c'est possible. Et ici, oui, les insectes voient de façon, les ultraviolets ou les infrarouges, il y a des animaux qui les voient. Donc, il est possible qu'il y ait des êtres humains qui... Et donc, pour les ondes plus courtes, en deçà de 380, c'est les ultraviolets, en effet.
Et alors, toute cette ligne-ci, c'est ce qu'on appelle la ligne des magentas, parce que le magenta, donc le rose ici, est une sensation colorée qu'on a quand on reçoit à la fois des ondes courtes et des ondes longues. Donc un objet qui est magenta, sa lumière qui arrive dans votre œil est à la fois composée d'ondes courtes et longues. Donc c'est pour ça que c'est une ligne. Ça dépend de la quantité d'ondes longues et d'ondes courtes qui composent la lumière de cet objet. Ben, si c'est assez bien d'ondes courtes et peu d'ondes longues, ce sera un magenta bleuté. Si c'est un magenta plutôt rougeâtre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ondes longues et peu d'ondes courtes. Ok ? Et donc voilà pourquoi cette fameuse forme de fer à cheval et cette ligne droite. C'est parce qu'il y a plein de couleurs qui ne correspondent pas particulièrement à une longueur d'onde, mais à un mélange de deux longueurs d'onde. En fait, voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle la ligne des blancs, parce qu'il existe plein de types de couleurs blanches, plus ou moins colorées. Et là, on a des kelvins, des degrés kelvins, on appelait ça avant, maintenant on appelle ça des kelvins. Et vous savez que vous avez entendu parler sans doute des kelvins, non ? Voilà, et c'est les différents types de blancs qui existent. Mais ils ne sont pas bien représentés sur le schéma au niveau de la coloration, ils n'ont pas bien fait ça. Mais peu importe la couleur, faites abstraction de la couleur ici. Et pourquoi est-ce que je vous montre ce schéma ? Ben, c'est déjà pour comprendre que vous allez le voir souvent dans les magazines, et maintenant vous savez à quoi ça correspond en fait. Hein. Okay ? Schéma qui a été mis au point en 1930 par la Commission internationale de l'éclairage pour permettre de communiquer à propos de la couleur de manière scientifique pour la première fois. Parce qu'avant, c'était assez empirique, c'est-à-dire que quand on voulait communiquer à propos d'une couleur à distance, parler d'une couleur pour la fabrication d'objets industriels notamment, c'était assez compliqué. Et alors, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, il va nous permettre, ce schéma, de comparer des performances de différents appareils. Alors, ici, en plus de taper Chromaticity Diagram, je vais taper sRGB et Adobe RGB. Et alors, je tombe sur des schémas sur lesquels on a mis des triangles. Ces triangles montrent l'étendue des couleurs que certains appareils sont capables d'afficher. Voilà. Alors, vous voyez l'espace sRGB, les performances des appareils bas de gamme, les moniteurs bas de gamme, les scanners bas de gamme, les imprimantes bas de gamme, par rapport à l'espace plus professionnel RGB. Donc, le triangle est plus grand sur le schéma ici que sur celui-là. Là, on vous a mis sur le même schéma, mais c'est interactif, donc je ne vais pas prendre celui-là. Je vais aller chercher un autre ici. Voilà. Enfin, il y en a plein, hein, des schémas qui permettent de comparer des performances d'appareils. Donc, hein. Voilà, on vous montre ici en orangé le Adobe RGB et en noir ici le sRGB. Ben, c'est la même chose que l'autre schéma, sauf qu'on a superposé plein de performances d'appareils ici. Vous avez l'après offset, le swap. Ok. On les voit dans les magazines. C'est utilisé pour comparer des performances de moniteurs, par exemple. Pour dire, tiens, tel moniteur va afficher plus de couleurs. Alors, on parle d'espace couleur, et pourtant, c'est un schéma en 2 dimensions. Il faut savoir que c'est une vue en coupe d'un espace en 3 dimensions, en fait. C'est un peu comme une orange. C'est 3 dimensions, c'est une boule. Et quand vous coupez, vous voyez un disque à l'endroit où vous avez coupé l'orange. Si vous coupez une orange en 2. Mais c'est le même principe ici. On voit une forme de fer à cheval, mais c'est la vue en coupe d'un
d'un espace couleur plus large, avec en bas le noir, en haut le blanc et entre les deux toutes les couleurs. Donc c'est une représentation simplifiée. Ok. Et donc là, avec ce schéma, vous comprenez pourquoi il vaut mieux, quand vous achetez un moniteur, que ce soit un moniteur à connecter à votre tour ou un moniteur intégré à votre ordinateur portable, il vaut mieux qu'il soit Adobe RGB si vous êtes photographe, plutôt que d'utiliser un portable bêtement fait pour afficher de l'Excel ou du Word. Et vous comprenez aussi, grâce à ce schéma, grâce à ces schémas, vous comprenez aussi que aucun appareil n'est capable d'afficher toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, un appareil comme un moniteur, ça fonctionne en mélangeant des lumières rouges, vertes et bleues en différentes quantités. Et ça peut représenter toutes les couleurs qui sont vues dans le triangle, là, quelque part dans le triangle. Mais les couleurs qui sont très saturées, qui sont en dehors, elles ne peuvent pas être affichées sur le moniteur. Vous n'aurez jamais un appareil qui est capable d'afficher toutes les couleurs que vous voyez. C'est pour ça que vous allez parfois être, si vous êtes sensible aux couleurs et que vous voyez des belles couleurs dans la réalité, vous risquez d'être un peu déçu de ne pas les retrouver dans vos photos, en fait, ces couleurs-là. Des bleus très vifs, voilà. Et ça va être, grâce à la retouche, à la chromie, on va pouvoir un peu tromper l'œil, en fait, et retoucher la photo, manipuler les couleurs de manière à donner l'impression que les couleurs qui ne sont pas là, elles sont quand même là, en fait. La chromie, la retouche photo-couleur, c'est un peu de l'illusion d'optique. Ok, vous voyez le principe? Donc ça, c'est déjà très intéressant de voir que aucun appareil ne peut reproduire toutes les couleurs vues par l'œil humain, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et certains appareils reproduisent quand même plus, ceux notamment qui répondent aux normes Adobe RGB. Ou au-delà, parce que vous allez avoir des moniteurs, des dalles de portables qui sont tellement bonnes qu'elles vont couvrir un peu plus que ce qui est montré là. On va indiquer par exemple que le portable couvre 130% de l'espace Adobe RGB, donc c'est tout à fait possible. Alors je vais prendre une marque qui ne fait plus de portable, mais il y a toujours certainement des... Voilà. Sony ne fait plus de portable, et donc je ne fais plus pas de pub pour eux. Voilà un portable qui était prévu pour les photographes. Et quand on dit pour photographes, c'est aussi pour ceux qui font la retouche vidéo. Voilà. Et on vous dit ici dans l'article que l'écran couvre 137% de l'espace Adobe RGB. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on voyait là, il va plus loin en fait, le triangle est plus grand. Si on visualisait les performances couleurs de ce portable sous forme d'un triangle sur le diagramme de chromaticité, le triangle serait encore plus grand que ce qu'on voit là pour Adobe RGB. Ok, donc de retour dans Photoshop.